Mais voilà la suite de ces programmes. N'oubliez pas, nous sommes le 18 décembre 2025, à 3 jours de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Allez, avant de recevoir notre invité du jour, Jean-Thierry Mossene Pomososo, avec qui nous parlerons justement de cette situation sécuritaire qui sévit à l'est de la République démocratique du Congo. Je ne dirai jamais assez. Le Congo restera un et indivisible. Quel que soit le poison rwandais qu'on est en train d'inoculer dans la population congolaise, le Congo restera un et indivisible. Nous allons, avant de recevoir justement l'invité, nous allons parler de Mongafula Pop qui va me rejoindre sur ces plateaux. La route Kimwenza, cette route qui est pratiquement coupée en 3 parties. Kidimbu, bonjour. Bonjour Jessie et bonjour à tous les téléspectateurs de l'Épanier. Quoi, tu arrives en retard parce que la route Kimwenza est coupée en 4 parties? En retard parce que Kinshasa suffoque actuellement, partout il y a des embouteillages, même les routes secondaires, donc c'est compliqué de venir. Sortir à 4 heures ou 3 heures, 5 heures maximum, tu peux arriver à 6 heures déjà, c'est bouché, donc raison par laquelle je suis un tout petit peu en retard. Voilà. Allez, parlons de la route Kimwenza, cette route que tu as constatée à District Salah. Aujourd'hui, cette route est coupée pratiquement en 3 parties. En 3 parties, déjà, c'est compliqué d'ailleurs pour ceux qui habitent Mongafula en général, un tout petit peu Lemba, puisque l'usine de captage d'eau des Lukaya ne fonctionne plus. La régie des eaux est à bout pour fournir de l'eau. Donc Kimwenza actuellement c'est compliqué, ça ne vit pas, puisque 3 parties, la route est coupée en 3 parties. Imaginez-vous, Jessica Bassé, les tronçons qui coûtaient peut-être 1000 francs, actuellement il faut débourser jusqu'à 5 ou 6 000 francs pour arriver, joindre jusqu'à Cité Verte, pour rallier peut-être à UPN, c'est compliqué, donc la route est totalement coupée, donc c'est compliqué. Allons constater justement cette route de Kimwenza, à quoi elle ressemble aujourd'hui, pour Kidimbu et Frida Lusala sont allés pour vous. Regardez ces images. Zela au ma place aura na abobasala 3 mois. Et si les vérité, tabama ende tuna. C'est mbule betia mawa. Eloko ekozango omonima euta boleke pression. Na ozo uta kuna likolo pression leki. Place ezo sangana mo le rebeta kano wana. Ne retour wana ma ezo zonga. Ndezo bwaka mana ngambu kuna li. Eke kuta na place erozomo ya mukieza laka. Nde ngwane créer rozom nene wana. Condamné mo neti spintero ekangama awa. Oh. Ekangama mo ebule zate. Après les averses, Kinshasa suffoque. Après la pluie, Kinshasa étouffe. Ici, nous sommes dans la commune de Mongafula, le quartier Kimwenza, localité Kondo, comme vous voyez derrière moi. La route Kimwenza qui relie les différents quartiers de cette commune ou soit de cette localité via Cité Verte. Cette route stratégique, je peux même le dire, c'est une route desserte agricole, puisqu'il y a le maraîcher qui travaille ici, qui se déplace avec leurs marchandises pour aller vendre UPN et autres. Mais actuellement, la route est divisée en 2 parties. Vous voyez ici au niveau d'un condo et puis là-bas vers l'arrêt des chemins, nous y étions d'ailleurs. Ici, la population s'inquiète. Les mamans dépensent beaucoup d'argent pour rallier ces quartiers à Cité Verte. Ce qui pose problème ici, vous voyez, les taxis-motos ici, qui sont ici, sont restés ici, vu que de l'autre côté, il n'y a pas moyen de traverser. Et ceux qui sont de l'autre côté pour aller vers Cité Verte, c'est quasiment impossible. Alors, ils lancent un appel fervent aux décideurs de venir à la rescousse de cette population qui souffre ici, dans les quartiers Kondo, commune de Mongafula. Ensemble avec vous, téléspectateurs de l'émission Les Paniers,
Nous poursuivons cette balade et la population parle. Nous, on habite Kimwenza Gare. Mais maintenant, pour sortir jusqu'à la Cité Verte, on a 3 tronçons. On a quitté chez nous, on prend un taxi jusqu'au premier trou. On descend, avec les enfants, on traverse. Et là, maintenant, on a pris un deuxième tronçon pour jusqu'ici. Et maintenant, là, on va traverser le trou pour aller prendre là-bas, pour arriver à la Cité Verte. Donc, avec une famille comme ça, pour sortir, c'est quasiment, comment je vais dire, un parcours de combattant. Donc, si vraiment l'État peut faire quelque chose pour trouver au moins des solutions provisoires, du moins pour essayer de canaliser de l'eau ailleurs, de manière à faire des travaux urgents. Sinon, on est vraiment bloqué ici et il y a des risques que le banditisme se développe. Parce que quand il n'y a pas de route, la police ne sait pas arriver rapidement. Déjà, on a eu dimanche ici un jeune qui a été tué à cause de ce banditisme du quartier. Boulot Sami à partir à Mboula, terrasse Zaki Boucher, de Rozo Bomoni Awa, Yango Salama Awa, donc ils les a au Katana. Donc il faut être rapide pour ébeler, banda kuna sekuna ebele batubakufi, banda kwa batekei. En tout cas, c'est le biso musalo plus rapide. Ah, boule kofi fort. Donc nous devons travailler pour bandaga tikondo. Bawana pe bazui kondo ko banda awa ti des chemins Cité Verte. Et donc on senga kaka ba konzi ba bomusela biso. Donc ndeli ko za oyinda bo donc biso nyoso miteme ko ma à l'aise. Parce ba client na biso ba ko dépasser transport makasi. Pour ezalaka 1000 francs au komi mba moko Cité Verte mais komi pour ma Cité Verte 3000 francs 2500 do esala nga passe pour na ba client. Pour nga na chauffeur na okatsa kuna ngam na diembe na pa muninga. Mais ba client vraiment ba dépasser transport makasi. Donc vraiment ba konti bata biso na Kimwenza donc de mabulu ya minene bango moko pe bazana ba biloko koto na Kimwenza donc bataille biso. Pour les agriculteurs, la situation est catastrophique. Les légumes pourrissent sur place, impossible de les évacuer. Les comités des riverains inquiets sollicitent l'implication des autorités. Biso problème nangai personnellement naza parmi ba agriculteurs oyo ba ko sala ke population elia. Alors oyo ezali tronçon oyo esungaka souvent biloko euta na niveau ya gare pour ekoka ko rejoindre na centre-ville Kotoyo, place oyo une grande population ezali. Sikoyo, une fois kaka et celle soki auto kende deuxième semaine, il y a une rupture, il y a makambo etali nyoso oyo ezosunga mabota. Biloko moye kende ezate mingi mataka na ba taxi na ba liteas, ba komi na 3 trajets de Cité Verte na première ravin. Premier ravin awa ozomona ke ezopesa compliqué makasi. Donc, bakoki kosala nyonso tout na retard dans un moment, mais awa, il faut pas bondir ça. Au biloko soki ezoteka mate énergie tozobimisa mpona kosala eyebanda kobeba. Donc, tozosunga bakonzi na oyo biso tozosala. Bango mpe basunga biso na oyo ekopermettre biso tomata. Donc, awa mpenza tokoki vraiment kolalisa misu te. Bon, ezaka négligence po libule banda ya vraiment mukie. Libule banda mukie ezofunga malembe baotala kaka tina ndenge yokoma ba niveau cause ya awa eloka liboso eza na régie des eaux tio ya régie des eaux etobokaki awa yango ekotaki awa ebuki nyonso oyo à part ça nde nzela esalemi érosion tozosufri makasi mpona kokende kosomba biloko tozokemba makasi tozoniokama makasi basala effort babongisela biso mwa nzela oyo no bataki na premier kaka yakeka na lisungi mai banoko tona wana bakamene banoko kota te siko lisungi bayebongi siko tokomi nongo na 3 cas tokomi nongi deux chemins nzela nyonso ebukani mapango ekei bato bakufi biloko ebele bapedre tokomi na nkondo tokomi susu na kwele weekend oyo awa babenga le weekend nde susu donc libulu mosusu esalami lisusu awa alors bakonzi botalela biso likambo donc mpo nzela Kimwenza ebonga mpo ekomi nzela erakurse kokende ti njili brasserie. Alors, batumi bato préféré kokende misala boye mais siko nzela ko le bei boye moye baya susu boye ezate. Kimwenza étouffe. Les ravins qui ont dévoré la route ont sectionné son cordon ombilical.
Alors que les légumes pourrissent dans les champs et que les habitants sont contraints à des acrobaties quotidiennes périlleuses, une question urgente se pose. Et quand les autorités se mobiliseront-elles pour sauver ces quartiers d'un isolement total? Et voilà, en regardant ces images, je me suis dit un jour on va se réveiller et puis Kinshasa a disparu. Hein. Et surtout ces coins-là, c'est compliqué. Là, c'est encore une semaine après, plutôt avant. Si vous partez encore aujourd'hui, c'est catastrophique. Allez, j'espère que les autorités de la ville de Kinshasa ont pu se rendre compte de ces images et pourront prendre des dispositions utiles pour stopper cette érosion au niveau des Kimwenza Gare. C'est Kimwenza Mission, vraiment. Non, c'est Kimwenza Gare. Kimwenza Gare. C'est Kimwenza Gare qui, si vous partez vers Lac de Vallée, Chute de Lukaya, Lola Babonobo et Monsieur Daniel Bumba, il faudrait jeter un coup d'œil pour Kimwenza Gare, sinon on risque de perdre cette partie-là. Aussi la régie des eaux, hein, Jessica Bassele, puisque l'usine de captage d'eau de Lukaya, c'est vers là-bas. Et vu que ça ne fonctionne plus, Maman Mobutu, Cité Verte et consorts, il n'y a plus d'eau. D'ailleurs, parlant de la régie des eaux, je me rappelle que le DG avait promis de venir dans cette émission. On va chercher encore les DG pour parler de la régie des eaux. Merci. Allez, merci de regarder le panier de bonjour. Votre matin revient dans quelques instants, ça sera avec l'invité. Je vous ai promis notre invité du jour, Monsieur Jean-Thierry Mossene. Monsieur Jean-Thierry, venez, allez. C'est lui notre invité. Il a accepté de venir dans cette émission, La République démocratique du Congo. Monsieur Moussenepo, bonjour. Bonjour Jessie, bonjour à tous les téléspectateurs de l'RTNC. Vous allez bien? Oui, nous allons bien. Même si la situation de l'Est continue à déranger tout le monde aujourd'hui. Hein. Mais écoutez, nous sommes comme un corps qui a une partie complètement malade, mais malgré ça, nous tenons. Mais ça dérange énormément parce que, vous savez, l'Est a quelque chose de particulier, c'est que au-delà de l'insécurité, c'est des vies humaines qui sont fauchées. Et comme l'a toujours répété le président de la République, la vie n'a pas de prix, surtout lorsqu'il s'agit des femmes et des enfants. Et surtout en cette période particulière de fin d'année où les familles sont appelées à se retrouver dans la joie, mais voir autant de déplacés, notamment à Ouvira dernièrement, c'est près de 200 000 déplacés, selon les statistiques publiées par le porte-parole du gouvernement. Cela signifie que nous sommes déchirés au plein de notre corps. On va s'installer, hein, justement, on va parler de ces statistiques. On connaît tous ces pays. Moi, j'ai posé une question d'entrée des jeux. On a tous vécu dans ces pays. On a vécu Mobutu, on a vécu Kabila père, Kabila fils. Aujourd'hui, nous vivons Félix Tshisekedi. Cette situation dure depuis 30 ans. Le 4 décembre dernier, il y a eu la signature de l'accord de Washington. Tous on a cru, tous on a dit c'est la fin, mais ça continue. Oui. Quelle est la lecture que vous faites? Merci beaucoup, Jessie. Une question très pertinente. D'abord, il faut savoir que le président Mobutu est tombé du fait de cette coalition à la tête de laquelle il y avait le président Paul Kagame qui déjà avait calculé de mettre la main sur les richesses de la République démocratique du Congo. Et pour mieux faire, il fallait mettre à la tête de ce pays des proxys. Et Mzee Laurent Désiré Kabila ayant refusé cela, il a été éliminé dans les circonstances que nous connaissons. Maintenant, tout le reste de temps où il y a eu des incursions de l'armée rwandaise, mais avec plusieurs visages, effectivement, il y a eu une trahison de la part de nos compatriotes, mais qui était à chaque fois instigée, envoyée par le pouvoir de Kigali. Le pouvoir de l'époque, c'est maintenant qu'on le comprend mieux en tout cas, a plutôt agi d'une manière conjoncturelle. Ce qui veut dire, pour donner un exemple, vous êtes souffrant. Le pouvoir de l'époque, vous parlez de Joseph Kabila, c'est ça? Oui, je ne le souhaite pas, vous êtes souffrant, vous allez chez un médecin. Au lieu de diagnostiquer réellement par les signes cliniques que vous avez, quelle est la maladie que vous avez pour l'attaquer,
Mais à chaque fois que vous allez, ils vous donnent du Doliprane. Au même moment, la maladie s'enquiste. Au même moment, la maladie devient plus grave. Et donc, étant donné que pendant plus de 20 ans, il n'y a pas eu de cure d'attaque, la maladie s'est métastasée et aujourd'hui, on est à cette situation. Le souci du président Tshisekedi, c'était de pouvoir donner une solution structurelle. Cela est parti d'abord par des constats. Quel est le constat premier? Il s'est rendu compte que nous avons un sérieux problème d'armée. Notre armée avait 3 soucis. Le premier, c'est le nombre d'hommes. Sur le papier, il était écrit 110 000 hommes, mais dans certains coins, vous allez, on vous parle d'un bataillon, au lieu de 750 personnes, vous trouvez moins de 200 personnes. Deuxièmement, c'est des personnes d'âge qui devaient pour la plupart aller en retraite. Troisièmement, qui n'étaient pas du tout équipés. Et donc, il fallait donner une réponse à cela. Raison pour laquelle vous avez vu le président de la République commencer par le recrutement pour notre armée. Deuxièmement, notre armée était abandonnée. Il n'y avait ni caserne pour les militaires, en tout cas de manière suffisante, ni équipement, et des soins qui pouvaient garantir aux soldats une vie décente. Raison pour laquelle le président de la République a demandé à ce que le budget de l'armée, qui lorsqu'il arrive ne représentait que 3% de notre budget national, il a monté jusqu'à 32% aujourd'hui. Pour que les militaires aient non seulement les équipements, mais bénéficient des formations et aussi puissent avoir tout ce qui peut leur permettre de vivre décemment. Des soins de santé appropriés et même une vie après la carrière militaire par rapport à leur activation au niveau du SENSAP et j'en passe. Troisièmement, il a constaté que les problèmes de notre armée étaient liés au mixage et au brassage. Où vous avez un général, mais qui en réalité était un quado, je ne minimise pas les quados, mais ils n'ont pas le même corps de métier, qui était un plombier, mais seulement parce qu'il est passé par une des rébellions, lors des mixages, il est bombardé général. Il n'a pas de brevet d'état-major d'administration militaire, ni d'état-major militaire. Il n'est pas technicien de la guerre. Donc cela a affaibli notre armée et ils ont, la plupart d'entre eux, gardé un cordon ombilical avec les forces du mal qu'ils ont servi d'antan. Il a donc demandé à la majorité qui était à l'Assemblée de prendre une décision qui a permis à ce que le gouvernement puisse être dans l'interdiction de passer au brassage et au mixage. Raison pour laquelle même, dans les accords qu'il y a à Doha et ceux de Washington, on ne parle que du cas par cas et non des questions liées à des mixages et brassages comme on avait connu. Quatrièmement, il a constaté que le problème récurrent de cette partie du pays était lié aux richesses de la République démocratique du Congo. Ces richesses qui, au lieu de donner la vie et la richesse aux Congolais, étaient en train de leur apporter la mort et la désolation. Donc il fallait réfléchir pour que le Congo gagne d'une part, en mettant en place des deals gagnant-gagnant, notamment comme ce qui est aujourd'hui mis en place avec les États-Unis, pour permettre à ce que nos populations puissent avoir infrastructure, énergie, de l'eau et la sécurité. Donc il fallait lier tout cela ensemble pour arriver à une solution adéquate. Et c'est pour cela qu'il y a eu ce deal de Washington. Donc tout cela, c'est des artefacts qui permettent à ce qu'on puisse régler le problème sur le plan structurel, une fois pour toutes. Mais décidément, ce problème sur le plan structurel ne se règle toujours pas. Maintenant, c'est là où moi je suis étonné d'écouter certains individus dire que l'accord de Washington est en faveur de Paul Kagame, alors que si c'était en sa faveur, pourquoi aujourd'hui Paul Kagame serait en train de refaire la guerre? Parce qu'en réalité, il se rend compte que s'il met un terme à cette exploitation barbare de la République démocratique du Congo, il est fini. Il est fini comment? Parce que Kagame a toujours fonctionné. Pour le pays, il y a de l'aide qui arrive de l'extérieur et des investissements étrangers. Ces investissements-là, qui principalement viennent du Qatar, arrivent grâce à un soft power, à une présentation positive que Kagame a su vendre au monde du Rwanda. Cette vitrine a été brisée par la vérité que la diplomatie de notre pays a apportée pour dire ce monsieur est un tueur, c'est un bandit, il ne faut pas croire tout ce qu'il vous raconte. Donc déjà sur le plan de son budget qui est à 51% soutenu par les aides internationales, il est déjà KO. Deuxièmement, il maintient son pouvoir comme tout bon dictateur par de l'argent, l'intimidation, la corruption et le népotisme. Et la plupart des minerais qui sont vendus
dans des espaces où il contrôle via ses proxys, c'est-à-dire le M23 et l'AFC, cet argent sert à une société rwandaise qui est propriété à 100% du Front patriotique rwandais. Et c'est cet argent qui permet à Kagame, dans l'armée rwandaise, d'avoir une milice. Cette milice-là peut le servir à maintenir une paix au Mozambique pour les intérêts d'une société française, pour qu'il puisse avoir des manettes pour influencer la politique extérieure de la France. D'une part, pour participer à des missions de maintien de la paix au nom des Nations Unies et de l'Union africaine, pour avoir toujours des manettes de manipulation. Et d'autre part, le reste d'argent, c'est pour influencer des lobbies au niveau de certains pays occidentaux. Donc si aussi cette manne-là est coupée, c'est fini pour lui. Et donc, c'est dans ce cœur de son arsenal économico-sécuritaire que Félix Tshisekedi a frappé en allant aux États-Unis, où il a carrément fait un deal économique avec ce grand pays pour les minerais contre des investissements directs des États-Unis en République démocratique du Congo. Donc, il a dit clairement aux Américains... C'est l'économie critiquée par plusieurs qui disent que nous vendons nos minerais alors que le résultat sur terrain n'est pas ce qu'on attend. Non, mais écoutez, d'abord, il faut questionner l'histoire. Vous allez vous rendre compte que même lorsqu'on était en train de signer à Sun City les accords qui ont produit la transition de 1+4, il y avait encore des bombes qui tombaient à Moba. Donc, il ne faut pas penser que parce qu'il y a eu des avancées de ces têtus qui aujourd'hui sont sortis qu'entre les pattes d'Ouvira, que réellement ces accords-là ne vont pas marcher. C'est la preuve même que ces accords-là dérangent. Et vous avez vu la position claire des États-Unis face au pouvoir de Kigali. Et justement, M. Jesse, justement, cette attitude prouve à suffisance que le chef de l'État avait toujours raison. Combien de fois certains intellectuels ici et même ailleurs ont demandé au président de la République « Parlez avec le M23 et tout va finir ». Il disait toujours. Pourquoi ne pas appliquer carrément la formule appliquée en 2012 ou je vais y arriver. Monsieur Jesse, le problème c'est que c'est une récurrence. Si 2012 était le but, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, en 2021, 2022, 2023, il y a eu encore la résurgence du M23 et cette fois-ci avec l'AFC? Si les accords de 2003 à Sun City étaient vraiment ce qu'il fallait, pourquoi ensuite, en 2004, Kunda Batouare attaque Bukavu? En 2008, il y a encore une résurgence à Goma. En 2012, il y en a encore. Et maintenant encore en 2021. Ça signifie qu'à chaque fois, on a réglé le problème sur le plan conjoncturel avec des deals, mais sans toucher le problème du cancer dans son cœur. Donc la thérapeutique qu'on a aujourd'hui, c'est une chimiothérapie qui permet d'éradiquer le cancer. Donc, aujourd'hui, la différence qu'il y a, c'est que nous parlons avec le bourreau lui-même. Observez quelque chose de très intéressant. Alors que Paul Kagame dit, ce n'est pas lui, c'est une guerre congolo-congolais, c'est entre Congolais. Bien sûr, mais deux éléments nous permettent aujourd'hui, je dirais même trois éléments nous permettent aujourd'hui de comprendre réellement que c'est lui le metteur en scène. L'ambassadeur du Rwanda aux Nations Unies, le week-end passé, il a encore dit que le problème, ce n'était pas eux le problème. Je vais vous citer 4 faits. Premier élément, lors de cette réunion, vous parlez là du Conseil de sécurité qui s'est tenu il y a une semaine à New York, l'ambassadeur ou le représentant des États-Unis a clairement dit que selon les renseignements que les Américains avaient, Paul Kagame est la personne qui a organisé, pensé, réfléchi et mis en place la déstabilisation de la République démocratique du Congo. Premier élément. Deuxième élément. Si Paul Kagame n'est pas le problème, parce que c'est ce qu'il a tenté de faire à Luanda, c'est ce qu'il a tenté de faire partout ailleurs, comment il s'est retrouvé à signer l'accord à Washington avec notre président de la République? Parce que cet accord parlait de la paix, justement, et aussi, bien sûr, des mesures de sécurité qu'ils ont déployées. Troisième élément. Comment se fait-il que les États-Unis demandent au Rwanda de respecter l'accord? Et 24 heures après, c'est l'AFC M23 qui quitte Uvira et qui fait même un communiqué pour dire que nous sommes en train de nous retirer. On parle à Kagame, comme l'a dit d'ailleurs le porte-parole du gouvernement, son Excellence Mouyaya. On a le père, qui est le Rwanda, et puis le fils, qui est l'AFC. Donc le père, c'est au père qu'on dit, dégage, respecte l'accord.
Mais le M23, qui disait ne pas être concerné par l'accord de Washington, se retire. Pourtant, les États-Unis n'ont pas eu à parler avec l'AFC M23. Le vice-président des États-Unis, la veille, a eu un appel téléphonique à Paul Kagame. Ils ont discuté ensemble, il lui a demandé de respecter l'accord, sinon il y aura des conséquences sévères. Est-ce que ces retraits n'est pas une façon, j'ai envie de dire, comme diraient les Quinois, de nous donner de la dipyrone, parce qu'on sait que nous sommes fervents de résultats diplomatiques, nous serons contents, mais personne ne sait combien ils sont arrivés, combien ils sont partis. Et même s'ils se mettaient en civil et vivaient dans la ville, ces retraits n'est pas un semblant... Votre analyse est extraordinaire, M. Jesse. Parce qu'en réalité, c'est ce que ces gens-là tentent de faire. C'est-à-dire, ils ont orchestré une mise en scène de retrait avec quelques éléments et quelques véhicules blindés, mais ils ont infiltré la population avec des bandits en tenue civile, avec la possibilité de déstabiliser la ville par le grand banditisme et dire ensuite, voilà, nous avions amené la paix, aussitôt que nous sommes partis, voilà qu'il y a des tueries, voilà qu'il y a des morts, premier élément. Deuxième élément, ils ont aujourd'hui du mal à vider complètement la ville parce qu'ils ont laissé des fosses communes. Comme d'habitude, partout où ils passent, c'est l'épuration ethnique, c'est l'élimination sommaire des jeunes, c'est des tueries en masse. On parle de plus de 400 morts aujourd'hui, qui sont aujourd'hui enterrés sur place. Troisième élément, c'est qu'ils sont en train de se redéployer tout autour de la ville. Ça signifie qu'ils ne sont pas sincères dans ce qu'ils sont en train de faire. Raison pour laquelle, hier, le gouvernement a eu à interpeller la communauté internationale sur cette duperie. Ce qui est vrai, c'est que, d'une part, il y a cette interpellation, mais d'autre part, il y a aussi la responsabilité de notre gouvernement qui donne encore une chance aux discussions qu'il y a à Doha, mais aussi est en train de poursuivre la réorganisation de notre armée pour que finalement nous puissions installer l'autorité de l'État là où il le faut. Vous êtes partisan de ceux qui pensent qu'aujourd'hui, la résolution de cette crise congolaise partirait d'abord de créer une cohésion en interne avec le dialogue comme le souhaite Senko et CC. Ce n'est qu'après qu'on pourra résoudre cette crise sécuritaire. Voilà. Monsieur Jesse, essayons de réfléchir ensemble, vous et moi. Nous avons une agression qui est établie. En interne, il n'y a pas aujourd'hui au Congo une crise institutionnelle comme il y a eu entre 1998 et 2001, jusqu'à 2006 d'ailleurs. Il n'y en a pas. Le pouvoir de Félix Tshisekedi est légitime et légal. C'est l'émanation de la volonté du peuple de par les élections que nous avons connues ici en 2023. Ce n'est pas ce que Nanga dit. Non, je vais vous répondre par rapport à ce que Nanga dit. Donc, il n'y a pas une crise institutionnelle. Mais dans le besoin de pouvoir dialoguer pour créer un climat d'apaisement interne, le président de la République n'a fait que renvoyer des messages. Le premier de ce message a été le dialogue qu'il a initié via son conseil spécial en matière de sécurité, le professeur Eberhard. Lui-même, le chef de l'État, a toujours la main tendue envers quiconque qui souhaiterait discuter avec lui. Vous avez vu l'opposant farouche Martin Fayoulou être reçu par le chef de l'État. Eux-mêmes, les évêques de la Senko et de l'ECC, ont été à plusieurs fois reçus par le président de la République. Mais les autres, comment, Jesse, vous pouvez parler avec les gens de votre famille parce que votre voisin vous attaque, mais ces gens de votre famille, la plupart sont de mèche avec le voisin. Vous allez parler quelle langue? Parce qu'ils vont utiliser quel cahier de charge. Imaginez aujourd'hui qu'au moment où je vous parle ici, il y a des formations politiques qui sont en train de recruter des Congolais pour servir de tête de pont au nom de Sauvons le Congo. Et vous savez que Sauvons le Congo, c'est la branche politique du plan de Kagame, parce que l'AFC M23, c'est le plan militaire, et Sauvons le Congo, c'est le plan politique, pour déstabiliser le gouvernement. Alors, s'il faut dialoguer, il faut poser la question aux prêtres et aux évêques. Dialoguer avec qui? Parce qu'à chaque fois que vous allez vous mettre avec quelqu'un, vous ne savez pas si il est réellement en train de parler en son nom ou il parle au nom de Kagame. Encore une fois, il ne faut pas qu'on tombe dans le piège de la résolution de la crise sur le plan conjoncturel. Le dialogue est une solution conjoncturelle. La solution structurelle, c'est de régler une fois pour toutes les équilibres au niveau de la région et au-delà les équilibres au niveau du monde
en ce qui concerne la République démocratique du Congo. Maintenant, revenons à ce que dit Corneille Nangaa. Mais Corneille Nangaa, on ne peut plus croire à ce qu'il dit. Regardez, chronologiquement parlé, lorsqu'il commence sa rébellion, il nous présente comme si sa rébellion, c'était pour réorganiser le trouble électoral que lui aurait créé en 2018. Quelque temps après, il se contredit encore, il dit non, 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 il n'y a pas eu le trouble en 2018, c'est plutôt que je disais qu'il y a eu un deal. Il change encore. Il dit non, c'est parce qu'il faut que finalement la démocratie arrive au pays. Et puis, il prend la parole pour dire non, c'est parce que Félix Tshisekedi veut retoucher à la Constitution. Mais quelque temps après, lui-même dit il faut qu'on retouche à la Constitution pour mettre le fédéralisme en place. Et puis il dit non, je fais la guerre pour protéger les swahiliphones. Quand les swahiliphones lui disent monsieur, nous on est bien, on n'a pas besoin de toi, nous on est bien dans notre pays. Il change, il dit non, ce sont les Banyamulenge qui sont attaqués dans ce pays, je les défends. Les Banyamulenge disent monsieur, on ne t'a pas mis comme porte-parole, arrête de parler en notre nom. Il dit non, c'est parce qu'on a pris mes mines. On dit mais monsieur, est-ce que tu as les titres de ces mines? Non, c'était un cadeau parce que j'avais donné beaucoup de députés à l'époque au FCC. Mais est-ce que ça, c'est comme ça que fonctionne un pays? Donc vous voyez, c'est un fiefé menteur qui à chaque fois, comme un arracheur de dents, change de paradigme, change de narratif au gré de vent. Parce qu'en réalité, il n'a aucune pensée de lui-même. Il ne vit et ne respire que par les ordres qui viennent de Kigali. Il est un prisonnier à ciel ouvert, le Nangaa que vous voyez là. Il ne peut ni bouger parce que même quand il va se soulager, il y a un militaire rwandais derrière lui qui reçoit les ordres de Kigali. Donc il ne faut pas parler avec une personne comme ça qui, du jour au lendemain, change de position selon que Kigali lui donne l'ordre. Donc c'est ça la difficulté qu'il y a. Avec qui parler? Comment parler? Pourquoi parler? Tout à l'heure, vous parlez j'ai envie d'ouvrir une parenthèse qu'on va très vite refermer. Vous parliez des Sauvons le Congo qui recrutent ici à Kinshasa. Mais quand on parle des gens Thierry Mosené pour les 18 ans passés de Joseph Kabila, vous étiez ici. J'ai envie d'ouvrir juste une parenthèse, je vais très vite refermer. Aujourd'hui, quand vous regardez en arrière, vous faites une introspection, vous vous dites quoi? Parce que j'avais Julien Palot qui était sur ce même plateau il y a quelques semaines. Il m'a dit son désarroi, son regret. Aujourd'hui, j'ai comment il s'appelle encore? Chez Okitoun également qui était sur ce plateau. Il m'a dit aujourd'hui, Jean-Thierry Mosenepo, quand il regarde avec un peu plus de recul tout ce qui s'est passé, les 18 ans de Joseph Kabila qu'il a d'ailleurs défendu, on va se voir la face. Hein. Vous avez défendu FCC. Je l'assume. Vous étiez dedans, vous devez l'assumer. Je l'assume. Aujourd'hui, avec un peu plus de recul, vous regardez, vous dites quoi? Je me dis que je suis profondément déçu. Profondément déçu par trois faits, M. Jesse. Le premier, c'est que nous avons tous pleuré Mosé Laurent Désiré Kabila ici, qui est pour nous un héros. Et jusqu'à aujourd'hui, le général Kapinde l'a dit. Avec la phrase « ne jamais trahir le Congo ». La vérité sur la mort de Mosé, on ne la connaîtra jamais. Mais ce qui me choque et ce qui m'étonne, c'est que Joseph Kabila, pendant très longtemps, nous a soutenus qu'en tant que fils de Mosé, il était peiné par cette mort. Mais aujourd'hui, avec le recul, on se demande, mais à chaque fois qu'on partait pour célébrer la mort de ce héros, son père, il n'était jamais là. Deuxièmement, comment se fait-il que la plupart de ceux qui étaient soupçonnés d'avoir participé de près ou de loin à la mort de son père, notamment l'ancien parsec de feu son père, Maître Moïse Nyarugabo, qui à l'époque, les documentaires existent encore, à côté de Tamwe Mwamba, dans le RCD, a dit qu'il avait quitté ce poste de parsec parce que Mosé était un dictateur, un despote, ainsi de suite, et qu'il fallait même une solution finale pour lui, qui veut dire le tuer. Et, quelque temps après, il s'en est même réjoui. Mais comment, quand on fait Sauvons le Congo, toutes ces personnes sont devenues les amis de Joseph Kabila? Cette question-là, il faut finalement qu'elle trouve réponse un jour. C'est-à-dire que je suis avec vous, je suis votre fils. Vous êtes éliminé. Et que demain, ceux qui vous ont éliminé ou qui ont participé ou d'une manière ou d'une autre ont souhaité cela, je deviens leur ami. Et ceux qui, pendant la mort de Mosé, m'ont soutenu, tous sont soit morts, soit disparus, soit éloignés. Deuxième élément. Dans quel monde sommes-nous? Dans quel pays sommes-nous? Où un chef de l'État
18 ans après avoir exercé le pouvoir suprême, qui s'est même targué du nom du père de l'alternance, se retrouve aux côtés de ceux qu'il a combattus. Ça veut dire donc qu'il était pendant tous les 18 ans dans des deals avec le Rwanda et que ceux qui réellement ont défendu le Congo étaient ses ennemis. Et c'est aujourd'hui qu'on se rend compte que la mort de Mbunza Mabe n'était pas naturelle. La mort de Mamadou Ndala, c'était orchestré à partir d'ici. La mort de Baouma, c'était orchestré à partir d'ici. Parce que c'est des gens qui, à un moment, ont eu un regain de nationalisme et ont pris au sérieux les choses sans savoir que le proxy était ici. Parce qu'on ne s'explique pas le fait que... Le proxy que vous défendiez et que vous souteniez à l'époque. Mais attendez, n'est-ce pas que les apôtres du Christ tous dormaient, mangeaient avec Judas? Est-ce que c'est de leur faute si Judas a décidé de trahir? Pourquoi devrons-nous être condamnés pour la trahison de Judas? Ça n'a pas de sens. Même le Christ qui était avec lui pendant 3 ans, c'est à la fin de la 3e année qu'il a compris que le gars était un traître, fils de Dieu. Donc c'est pour vous dire que on ne connaîtra peut-être jamais l'homme. Mais avec les faits, aujourd'hui, quand on questionne l'histoire, les faits sont plus révélateurs. Et donc, vous voyez comme ça un chef de l'État qui va faire une rébellion contre son pays. Même pas une rébellion, une agression. Et comme ça ne marche pas parce qu'il n'avait pas calculé que Félix Tshisekedi allait réussir, parce que le calcul était simple, Jesse. C'était quoi le calcul? Félix Tshisekedi prend le pouvoir, on le déstabilise en interne avec le FCC. Félix Tshisekedi a l'ingénieuse idée de créer l'Union sacrée. Nous le suivons. Le deal tombe et le coup rate. Deuxième fait, on va carrément lui créer une rébellion. Pourquoi? Les gens ne savent pas, Jesse, les gens ne savent pas que la guerre coûte à ce pays chaque jour. Comme aujourd'hui, nous sommes le 18 décembre. Le pays va décaisser près de 7 millions de dollars. La balle qu'on tire, elle coûte $1. Donc si on tire 1 million de fois, c'est $1 million. La logistique, le carburant, tout. Le pays, au maximum, dépense 7 millions de dollars chaque jour. Donc lorsqu'il y a une situation d'insécurité comme ça, les pays auront du mal à payer les fonctionnaires, à faire des routes, à soutenir l'économie, à soutenir le social, bref, à se développer. Donc la population va se retourner contre Félix Tshisekedi. Et même en espérant que les élections de 2023 n'allaient pas avoir lieu, parce qu'on n'allait pas avoir suffisamment d'argent pour les organiser. Mais par une magie économique, le gouvernement réussit non seulement à financer la guerre, mais aussi à payer les fonctionnaires et même à mieux traiter ces fonctionnaires et ces militaires qu'à l'époque où il y avait un temps de paix pendant 18 ans. Donc encore ça a échoué. Donc il fallait finalement prendre les armes contre lui. Et même quand on prend les armes, la diplomatie vient vous couper l'herbe sous les pieds. Alors il faut utiliser des traîtres, des généraux qui ont été arrêtés. Comment vous pouvez imaginer un général à qui on confie des hautes responsabilités, mais qui décide de liquider le président de la République? Encore que vous n'êtes pas 2, 3 généraux, vous êtes plus de 6 généraux. Mais où est-ce que vous avez vu un coup d'état de 6 personnes? Vous allez être 6 présidents. Regardez comment la manipulation aveugle même les plus hauts gradés de notre armée. Pas tous, mais ceux qui ont été interpellés. Et donc, il faut maintenant utiliser le système politique avec souvent le Congo. Mais en vous entendant parler, est-ce que espérant. Le problème du Congo aujourd'hui, ce n'est pas le Congolais lui-même? Non, il y a une part de responsabilité du Congolais. Parce que ceux qui trahissent sont les Congolais. Mais bien sûr, il y a une part de responsabilité des Congolais. Nanga dont nous parlons est un Congolais. Bissimwa dont nous parlons est un Congolais. Joseph Kabila dont nous parlons est un Congolais. Tous ceux qui aujourd'hui ont même du mal à condamner le Rwanda parce qu'ils sont en réalité des turiféraires de ce pouvoir, ils sont Congolais. Donc ça signifie que nous avons une faiblesse mentale qui nous fait croire qu'un étranger peut mieux te servir que ton propre frère avec qui vous pouvez vous mettre ensemble pour travailler et faire développer le pays. C'est cela la difficulté. Aujourd'hui,
on pourra terminer cette guerre et passer au développement du Congo, ou bien on fera un cercle vicieux? Moi, je suis convaincu qu'avec le tableau qu'il y a aujourd'hui, nous pouvons espérer une paix durable. Pourquoi? Parce que d'une part, nous avons une armée qui est en train de se reconstruire. Vous savez, Jesse, notre armée a été déstructurée pas que sous les 20 ans de Mouzé et de Joseph Kabila. Notre armée a commencé à être déstructurée depuis même l'époque de la colonisation. Parce que cette armée, qui était la force publique, n'avait pas été conçue comme étant une armée défensive, mais comme une armée de répression au cas où les populations autochtones se soulevaient contre le colon pour qu'ils puissent faire la barrière. Quand Mobutu et Kasavubu prennent le pouvoir, cette même armée est terriblement divisée, ce qui explique la plupart des mésaventures de déstabilisation qu'on a connues entre 61 et 65. Finalement, quand Mobutu prend le pouvoir, il donne un corps à cette armée. Il fait des formations aux militaires. Mais déjà, lorsque la pauvreté attaque le pays, après, en 78, lorsqu'il y a la zaïranisation, puis lorsqu'il y a eu les chutes des cours des matières premières qui soutenaient l'économie du Zaïre à l'époque, Mobutu n'avait plus les moyens pour soutenir son armée. Et la difficulté de la dictature a commencé à être réelle. Et les premiers indices d'opposition ont commencé à naître à partir des années 80. Ce qui explique que Mobutu, en réaction, élimine dans l'armée la plupart des hauts gradés qui étaient soit du Grand Bandundu, parce qu'ils se disaient qu'ils étaient proches de Kizenga, soit du Kasaï, parce qu'ils se disaient qu'ils étaient proches de Étienne Tshisekedi. Donc déjà ça a commencé à détruire encore une fois une armée du Zaïre qui était forte. Rappelez-vous des 150 commandos zaïrois envoyés au Tchad pour défendre Hissène Habré contre le pouvoir de Kadhafi. Finalement, Mobutu finit de tuer son armée lorsque, à force d'avoir peur des coups d'État, il abandonne les parachutistes, il abandonne les fantassins de Seta, il abandonne ceux de Kankokolo, il se récroqueville avec les siens dans la division spéciale présidentielle. Donc, on n'a que ce petit noyau qui est équipé, qui est formé, qui est bien nourri, bien logé, et le reste de l'armée est en déliquescence. Finalement, quand Mouzé arrive, ces militaires-là reviennent, mais encore une fois, les meilleurs d'entre eux sont envoyés à Kitona à cause de l'injonction de James Kabarebe, et la plupart sont éliminés, sont empoisonnés, sont tués. Donc, finalement, l'armée n'existe plus. Et Joseph Kabila arrive, il ne fait pas d'efforts suffisants, et c'est ça que Félix Tshisekedi trouve comme armée. C'est un problème réel, c'est un problème qui date depuis les années 80. Et pourtant, le dit, donc, il ne faut pas aujourd'hui penser qu'en 6 ans, par coup de baguette magique, il faille renverser la tendance, parce qu'il faut recruter, mais déjà, la formation d'un breveté d'état-major ou d'un breveté d'administration militaire ou d'un technicien militaire, l'école royale militaire, ça prend du temps. Ce n'est pas en 6 mois, ce n'est pas en 12 mois. Donc tout cela, c'est déjà des éléments qui nous poussent à croire que l'armée va aller de bien en mieux. Il y a aussi les moyens. Aujourd'hui, la loi de programmation militaire prévoit pour chaque année près d'1,3 milliard pour notre armée, en termes d'équipement, en termes de tout ce qui va avec. Les militaires ont meilleure morale par rapport au fait que hier, ils pouvaient aller au front, sachant que sa femme et ses enfants seront chassés, mais aujourd'hui, ils sont tous mécanisés dans les programmes qui vont permettre à ce que, jusque après eux, leurs familles vont bénéficier de suffisamment d'argent. Et il y a aussi, finalement, la question des discussions avec les grands pour en finir, en leur disant, au lieu à chaque fois de passer par la fenêtre, c'est-à-dire le Rwanda, pour avoir droit à des minerais qui sont critiques pour votre économie, entrez par la porte, négocions, discutons, parlons ensemble. Parce qu'à l'époque, ces deals-là ne bénéficiaient pas qu'au Rwanda, ça bénéficie aussi à ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Les révélations de certains journalistes, notamment de Panama Papers, nous prouvent à suffisance que, réellement, il y avait une économie de rente qui était organisée au sommet du pays pour permettre à des individus de s'enrichir aux côtés de ce que faisait M. Paul Kagame. Alors, beaucoup aujourd'hui, vous parlez de l'armée, on s'interroge aujourd'hui, beaucoup de gens se posent des questions. Lorsque l'ennemi avance, nous, on se retire. Est-ce que c'est la bonne stratégie? Mais écoutez, d'abord, il faut comprendre qu'il y a réellement
un problème lié à ce que nous avons en face. Nous ne sommes pas en train de vivre une guerre, nous sommes en train de vivre un terrorisme. Parce que lorsque nos militaires sont prêts à affronter sur le plan tactique l'ennemi, l'ennemi utilise les populations comme bouclier humain. En ce moment-là, une armée professionnelle va faire quoi? Parce que c'est comme l'histoire de la femme ou des deux femmes dans la Bible où le roi Salomon devait trancher. L'enfant, ouais. La propriétaire de l'enfant a préféré même se séparer de l'enfant, mais de continuer à avoir cet enfant vivant. Mais l'autre mercenaire qui n'était pas propriétaire de l'enfant était d'accord qu'on coupe l'enfant en deux pour le partager. Donc, lorsque ces bandits utilisent les populations comme bouclier humain, notre armée ne peut pas accepter qu'il y ait eu une augmentation de comptabilisation des morts des Congolais décédés. D'où le repli stratégique pour permettre aux populations d'être épargnées. Parce que vous n'allez jamais voir ces gens lancer des attaques là où il y a des espaces libres pour des vrais combats avec notre armée, mais c'est des gens qui s'infiltrent et qui utilisent la population comme bouclier humain. Des méthodes lâches, mais qui risquent la vie à nos milliers et milliers de compatriotes. Alors, nous sommes dans une posture, dans un front diplomatique, alors que l'ennemi, nous sommes face à un adversaire qui privilégie le fait accompli, qui est plein de dangers. Est-ce que ce n'est pas une mauvaise stratégie pour nous? Non, ce n'est pas une mauvaise stratégie parce que, Monsieur Jesse, vous savez, la vie d'un compatriote n'a pas de prix. Vous savez, même les États-Unis d'Amérique, même la France, leur devise, c'est nous ne négocions jamais avec les terroristes. Mais la plupart des Américains, des Allemands, des Français qui sont aujourd'hui libérés dans le Sahel, c'est des fruits des négociations et même des paiements d'argent. Pourquoi? Parce que la vie d'un compatriote, on ne badine pas avec. Raison pour laquelle le chef de l'État privilégie la voie de la diplomatie parce que, contrairement à Kagame, lui, il a le devoir de protéger ses compatriotes. Kagame, ayant évolué dans la tuerie et dans le sang, il ne se soucie de la vie de personne que de sa propre vie. Mais le chef de l'État n'est pas dans cette posture-là. Et aujourd'hui, si le président de la République met plus d'accent sur la diplomatie, c'est pour éviter au maximum de perdre même une seule vie d'un de nos compatriotes. Et si donc la voie de la démocratie, de la diplomatie peut permettre à ce que nous puissions avoir des résultats, pourquoi ne pas continuer à la tenter? Aujourd'hui, cette voie de la diplomatie a permis à ce que les bandits quittent la ville d'Ouvira, alors que si l'armée avait lancé son offensive... Ils ont annoncé, mais rien ne confirme qu'ils ont quitté réellement. Oui, nous espérons, mais ce qui est vrai, c'est que nous restons, hier écrivait restons prudents. C'est comme s'ils nous ont servi le langage que nous voulons écouter. Non, pas du tout. Nous sommes prudents et nous sommes conscients que nous avons en face de nous des grands menteurs et des grands manipulateurs. Ils ont sorti des véhicules, ils ont sorti des corps de militaires, mais nous savons qu'il y a toujours une dose de manipulation quelque part. Nous le savons très bien. Et l'idée, c'est de créer ensuite le chaos, le vrai banditisme urbain, pour ensuite dire, voilà, nous, quand on était là, tout était bon. C'est le gouvernement qui déstabilise avec sa police ou avec son armée. Alors, on va terminer pratiquement, il nous reste 7 minutes. Selon Jean-Thierry Mosenepo, aujourd'hui, quelle serait la solution à cette crise? La solution, mon cher frère Jesse, elle est simple et c'est déjà la formule qui est appliquée par notre gouvernement sous l'impulsion du chef de l'État. Elle est à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est d'abord l'armée. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes face à une guerre qui concerne les 3 minéraux stratégiques de l'évolution technologique du monde. Mais demain, nous aurons sûrement une guerre pour l'eau. Nous aurons une guerre pour les forêts. Rappelez-vous déjà que la province de l'Ituri vit une tension entre les éleveurs congolais et les Mbororo qui viennent du Sud-Soudan. Donc tout cela demande à ce que nous puissions avoir une armée réelle. D'où l'importance de poursuivre ce développement de notre armée et de sensibiliser suffisamment les jeunes pour une mobilisation grandiose. On ne peut pas
être un pays de 2 345 409 km² et n'avoir qu'une armée de 100 000 hommes. Il faut au moins avoir une armée d'1 million d'hommes qui permettrait de couvrir notre espace national. Deuxièmement, c'est la diplomatie que mène le chef de l'État. Il faudrait que finalement, nos partenaires occidentaux, mais aussi africains, comprennent que nous pouvons créer des intérêts économiques communs qui permettent à ce que nous puissions développer nos pays. Rappelez-vous, l'Europe, pendant pratiquement tout le XVIIIe et le XIXe siècle, s'est livrée à des batailles et des guerres interminables. Le XXe siècle n'a pas connu une déstabilisation aussi grande, en son début, de l'Europe. Mais c'est ensuite les pionniers de l'Union européenne qui ont compris que les deals économiques étaient les meilleurs facteurs d'apporter la paix. Et c'est eux qui sont à la base de l'Union européenne que nous connaissons aujourd'hui. Et donc Félix Tshisekedi fait partie de ces pionniers qui expliquent que le deal peut être fait ensemble pour développer notre sous-région et faire bénéficier à nos populations des richesses que nous avons. Le troisième élément et le plus important, Jesse, c'est nous-mêmes, les Congolais. Nous devons prendre conscience de notre pays. Vous savez, j'ai eu une discussion dernièrement avec le porte-parole du gouvernement. Il m'a donné un élément révélateur. Il m'a dit, mon cher frère Thierry, nous n'avons pas une armée numérique rwandaise forte. Mais leur allié, c'est l'ignorance de nos populations congolaises. Vous savez, lorsque l'AFC, lorsque le Rwandais parle, qui partage ces éléments en grande partie dans nos groupes WhatsApp? C'est nous-mêmes les Congolais. Nous pensons, c'est vrai, être libres de partager n'importe quoi, mais c'est des choses que vous n'allez jamais voir aux États-Unis. C'est des choses que vous n'allez jamais voir en Australie ou même au Rwanda, même pas en France d'ailleurs. Mais pourquoi nous sommes aussi faciles à accepter ce qui vient de l'extérieur plutôt que de croire en nous-mêmes? Quand je dis croire en nous-mêmes, c'est-à-dire croire au président de la République, croire en notre gouvernement. L'erreur, c'est de croire que cette guerre-ci est une guerre de l'Union sacrée ou une guerre du président Félix Tshisekedi. Non, c'est une guerre qui concerne les Congolais. Les Congolais aujourd'hui qui sont morts à Uvira sont morts par les mains du Rwanda. Et ces Congolais-là n'ont aucune différence avec nous ici. Ça signifie donc que si ces bourreaux-là viennent ici, le même traitement qu'ils ont donné à nos compatriotes à Kishiché, à Goma, à Rutshuru et à Uvira, ils vont le faire ici. Donc il faudrait que nous puissions avoir suffisamment de maturité pour comprendre que nous devons cesser de jouer le jeu de l'ennemi. En une phrase, on va terminer par là. Monsieur Olivier Ndugudiré disait encore hier, il faudrait obliger au Rwanda de respecter les accords de Washington. Il faudrait que tout le monde respecte ces accords. Réaction? Mais le Congo a toujours respecté tous les accords. Rappelez-vous, combien de fois le chef de l'État, Félix Tshisekedi, s'est déplacé dans le monde pour répondre à toutes les invitations qui concernent la paix, non seulement pour notre pays, mais dans les Grands Lacs. Combien de fois le chef de l'État s'est rendu seul à Luanda alors que Kagame était attendu? Il n'est jamais venu. À l'époque, il justifiait le fait que c'était une guerre congolo-congolaise. Mais aujourd'hui, l'histoire a donné raison. À qui? À Félix Tshisekedi. Donc il ne faudrait pas tomber dans l'erreur de penser que l'erreur viendrait de nous. Le chef de l'État, notre gouvernement, respecte depuis le début tout ce qui est signé. Regardez même la question des échanges des prisonniers. Pourquoi l'AFC n'arrive pas à activer ça? Parce que la plupart des prisonniers qui ont été pris lors des affrontements ont été tués. Donc le Congo ici a des prisonniers de guerre faits lors des affrontements, mais eux ont éliminé tout le monde. Jean-Thierry Monsenepo, merci d'être venu. On va terminer cette émission. Merci d'être venu. S'il faut dire un seul mot, bien une phrase à tous les Congolais qui vous ont suivi ce matin, vous leur direz quoi? Aimons notre pays. C'est le seul héritage que nous pouvons laisser à nos parents. On a cru à un moment que le Congo ou le Zaïre, c'était Mobutu. Mobutu est parti. Nous sommes restés avec ce pays. Nous avons fait le pillage de 91 et de 93. Qui en souffre aujourd'hui? Le maréchal repose je crois, au Maroc. Donc ça signifie que demain, Thierry Monsenepo va passer. Mais quel est l'héritage que nous allons laisser à nos enfants?
Ce pays, il est à nous. On ne peut pas comprendre que pendant 30 ans, un individu blague avec nous. Et le seul qui prend au sérieux cette situation et qui veut la régler de manière structurelle, nous sommes encore là à le combattre. Ça n'a pas de sens. Normalement, tous les Congolais de tous bords, nous devons être derrière Félix Tshisekedi, ne fût-ce que pour permettre à ce que nous puissions obtenir cette indépendance des grandes puissances, ce qui est un élément important pour le développement de notre pays. Merci Jean-Thierry Mosenepo. Mesdames et messieurs, on a fini cette émission. On se retrouve le samedi à 10h pour parler une fois de plus République démocratique. Mais cette fois-là, on parlera de notre monnaie. On parlera du franc congolais, cette monnaie qui a pris de la poil et de la valeur aujourd'hui. Nous sommes fiers d'avoir une monnaie qui respire sur le dollar américain. On en parle samedi à 10h. Entre-temps, au revoir et prenez soin de vous.